Bonjour. Alors aujourd'hui, un grand classique des années 90, Mega Drive versus Super Famicom. Donc on va faire c'est pas vraiment un versus finalement parce que moi j'ai adoré les deux consoles et puis surtout j'ai eu la chance d'avoir les deux consoles, mais elles ont chacune des caractéristiques bien propres. Je vais essayer d'expliquer un petit peu ces différences à travers les jeux que j'ai eus et qui m'ont marqué. Donc ça sera aussi l'occasion de faire un petit peu un top 10. Alors ça ne sera pas vraiment 10 mais plutôt 12 puisqu'il y a 12 j'ai sélectionné 12 jeux sur les deux consoles. On va commencer par la Mega Drive. Alors pourquoi on commence par la Mega Drive? Tout simplement parce qu'elle est sortie en premier. Elle est sortie au Japon en 1988. Donc c'était vraiment un événement à l'époque puisque c'était la première console 16 bits sur le marché. Quand elle est sortie, les premiers jeux au Japon n'étaient pas très intéressants. À mon goût, c'était des conversions de l'arcade comme Afterburner. Bon, c'était assez moyen. Mais très peu de temps après, un des premiers jeux à être disponible sur la machine, ce fut celui-ci. J'en ai souvent parlé, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais Thunder Force 3, c'était quand même le jeu qui était une vraie révolution à l'époque. Des scrollings différentiels, on les voit là d'ailleurs derrière la boîte. Un boss énorme qui prenait tout l'écran, enfin des boss, et puis surtout des musiques absolument exceptionnelles. Donc c'est vrai que c'était quand même un très 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 bon jeu. Donc ça a été mon premier jeu sur cette console. Après, j'ai mis aussi dans mon top 10 celui-ci. Donc Wonder Boy in Monster World. Donc on voit que c'est le troisième épisode, puisque les premiers étaient sortis sur Master System et en arcade. Et là c'est la suite du Monster Land de la Master System, qui était fabuleux. Donc on retrouvait exactement les mêmes choses, les mêmes routines, les magasins, on pouvait upgrader les armes, l'équipement. Il était graphiquement absolument splendide. J'avais même écrit la solution de ce jeu qui avait été publié dans un magazine, c'était un des grands moments de ma vie. Donc jeu extraordinaire avec des artworks magnifiques aussi, les items, le pixel art, enfin, vraiment tout était parfait dans ce jeu. Et les musiques aussi, absolument géniales. Après, on avait ça. Alors là on était sur de la version japonaise. Là, on est sur de la version européenne, PAL. Phantasy Star 2, qui était le jeu que j'attendais le plus sur cette console, puisque j'étais un gros fan de la version Master System, qui est ici d'ailleurs. J'en profite pour la montrer. Hop, voilà, donc ça c'était le premier qui était sorti sur Mark III, qui est la Master System japonaise. Et donc la suite, ici, le 2, qui était vraiment le premier RPG 16 bits que Sega a sorti. Donc on peut voir ici que c'était une cartouche de 6 mégas, 4 mégas le premier Phantasy Star, ce qui était énorme pour un jeu Master System. À l'époque, un jeu Master System, c'était plutôt 0,5 ou 1 méga, là c'était 4 mégas. Donc 6 mégas, pas mal. Et en plus, il était fourni en version française avec ce guidebook, qui était très très complet. Un super boulot. Ils avaient fait un très très bon boulot. C'était assez rare qu'un jeu sorte avec le guidebook. Donc voilà, ça c'était hop, le Phantasy Star 2. Hop, un autre jeu mythique, The Revenge of Shinobi. Alors exactement de la même manière que pour Phantasy Star, moi j'avais connu Shinobi sur la Master System. Et là, le 2 sortait. Alors la suite, oui, le 2, on peut dire ça. Des graphismes absolument magnifiques. Ouais, alors c'était pas aussi beau que Shinobi 3 qui était sorti un peu après, mais c'était quand même très bien fait. Et de beaux graphismes, et surtout des musiques de Yuzo Koshiro. Alors là, tous ceux qui ont aimé les musiques de Streets of Rage, c'est vraiment du même acabit. Très très bon jeu. Et bien sûr, Sonic. Bon ça c'était l'événement des années 90. Sega a surfé sur le succès de ce jeu pendant des années, encore maintenant d'ailleurs, même si les derniers épisodes ne sont pas aussi fun. Mais le premier, c'était quand même quelque chose de vraiment vraiment mythique. Graphiquement, c'était incroyable. Alors graphiquement, ce jeu, pour moi, ça fait partie des jeux qui exploitent le mieux la palette limitée, la palette de couleurs de la Mega Drive, qui était relativement limitée pour l'époque.
Alors, je ne sais plus si c'était 56 couleurs, mais il me semble que c'était 4 fois moins quand même que ce que pouvait afficher la Super Nintendo à peu près. Mais malgré cette faiblesse au niveau de la palette de couleurs, là les programmeurs ils ont fait un boulot mais totalement extraordinaire. Pour moi cette version américaine est mythique puisque moi j'ai eu cette version, enfin ça c'est le mien que j'ai eu à l'époque. C'est la première fois où j'avais vu des gens qui attendaient pour venir chercher un jeu en début des années 90. Voilà, donc ça c'est quand même un jeu totalement mythique. Alors ça, je snobais totalement les jeux Disney. J'ai jamais été un grand fan de Disney en général. Et je voyais pas du tout l'intérêt de faire un jeu tiré d'une licence américaine sur une console où tout était fait par des Japonais. Donc je l'avais pris un peu de haut en disant non, je veux pas y jouer. Puis un jour, un de mes amis me l'a prêté. Et là, que dire hein, d'ailleurs, je l'ai mis en démo sur cet écran. Alors l'image est vraiment pourrie. L'image est pas terrible, c'est normal puisque sur cette télé, le jeu est branché avec un câble antenne, ce qui est la pire qualité qu'on puisse avoir sur un écran. Mais ça donne un style aussi un peu vintage à l'image que j'aime bien. Ça n'empêche pas de parler des qualités du jeu. Alors là, graphiquement, on est sur du très très bon jeu. Peut-être un des plus beaux. Et peut-être aussi un des meilleurs jeux de plateforme de la Mega Drive. Non, c'est sûr même, c'est un des meilleurs jeux de la Mega Drive. Avec celui-ci aussi, Quackshot. Alors, Castle of Illusion, je ne l'avais pas acheté parce que c'était un ami qui me l'avait prêté. Je l'avais acheté plus tard d'occasion pour l'avoir dans la collection parce que j'avais vraiment adoré. Par contre, Quackshot, je l'ai acheté dès la sortie parce que je me suis dit, waouh, Castle of Illusion était tellement bon. Quackshot, les screenshots que j'avais vus dans les magazines avaient l'air magnifiques. Donc je me suis dit, ça c'est un jeu qu'il faut absolument que j'achète. Et je me suis régalé. Je pense que j'ai même préféré Quackshot que Castle of Illusion parce il avait une grosse durée de vie. Il était vraiment pas facile à finir. Et il était magnifique. Les graphismes, c'était vraiment le top du top. Donc voilà, ça c'est vraiment deux jeux mythiques, les deux meilleurs jeux de plateforme de la Mega Drive sans conteste. Alors ça, voilà, Shining Force. Un des seuls RPG tactiques que j'ai aimé. J'ai pas trop aimé ni les Fire Emblem de la Super Nintendo, ni Tactics Ogre. Je sais pas, j'avais pas trop accroché, même si c'était des très très bons jeux. Mais celui-là, j'ai vraiment accroché. La particularité de ce jeu, c'était, d'ailleurs, ils mettent que ça en avant sur les photos que l'on peut voir derrière la boîte. C'était les scènes de combat. Elles étaient totalement différentes des scènes de progression du jeu qui étaient un peu vues de dessus avec des graphismes très très sommaires. Par contre, les scènes de combat étaient absolument magnifiques. Les graphismes étaient splendides, le pixel art, une merveille. Voilà, ça c'était vraiment un très très bon jeu. Et puis des musiques sublimes. Vraiment, c'était le top. Et Shining Force, donc suivi par Shining in the Darkness. Alors là, on n'était pas du tout sur le même type de jeu. Shining Force était un RPG Tactics, alors que Shining in the Darkness c'était vraiment un RPG, mais vraiment à l'ancienne. Je crois qu'on appelle ça un dungeon scroller, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire on progressait dans des donjons avec un effet 3D comme on pouvait retrouver d'ailleurs dans Phantasy Star aussi. Phantasy Star avait été le premier à introduire cet aspect de labyrinthe en vrai 3D. D'ailleurs, je pense qu'on doit le voir à l'arrière. Voilà. Là, comme on peut voir là, la photo de droite avec le fond d'écran jaune. Et donc, ils le reprennent ici aussi, ce même système. On le voit là. Et c'était un très bon jeu, alors avec quand même un gros défaut, c'est qu'il n'y avait qu'un seul village, on partait d'un seul village, il n'y avait pas de map, on se baladait, à chaque fois on allait soit au village, donjon qui changeait à chaque fois selon l'histoire. Bon, ça c'était un peu redondant, c'était pas génial, mais le jeu était très bon et pareil aussi les musiques comme Shining Force étaient très très bonnes. Et après, bien évidemment, Sonic 2 est arrivé. Je l'ai tellement attendu ce jeu. C'était un petit miracle de graphisme aussi. C'était absolument fabuleux.
Il y avait quand même quelques défauts, notamment le mode 2 joueurs qui scintillait, qui était écrasé. C'était pas terrible. Mais donc c'était une grosse annonce comme quoi on pouvait jouer à deux, mais au final c'était vraiment pas top. Par contre, le jeu en soi, il était magnifique graphiquement. Les musiques, alors là, elles sont, c'est juste parfait. D'ailleurs, toutes les musiques de pratiquement tous les Sonic ont de bonnes musiques. Alors ça, c'est la version Asian PAL. Alors j'avais parlé dans une vidéo de ce qu'étaient les Asian PAL. D'ailleurs, on peut en voir un certain nombre ici. Non, pardon, c'est pas du tout là. C'est là. Voilà. Tout ça, ce sont des Asian PAL. Donc des jeux qui étaient pour une zone très particulière. Avant, il y avait donc les versions PAL, les versions américaines et les versions japonaises. Et bien ça, c'était une espèce de zone hybride. Donc les jeux qui provenaient de Hong Kong, qui avaient plusieurs langues et plusieurs notices. Il y avait une notice en anglais, une notice en japonais dedans. Donc c'était une espèce de version hybride entre la version japonaise et la version américaine. Un autre jeu mythique de la Mega Drive pour moi, Landstalker. C'est le mien d'époque que j'avais fait en version japonaise. C'est vrai que quand on fait un jeu en japonais, on a une grande satisfaction d'arriver à le finir et je l'ai fini celui-là parce qu'en plus il était dur au niveau de la jouabilité. La 3D isométrique c'était génial en soi, mais alors au niveau de la jouabilité c'était un enfer, on ne savait pas où on sautait, c'était vraiment dur. Et je finirai donc pour cette petite session Mega Drive, de sélection Mega Drive, avec Ragna Senti, qui est un jeu absolument extraordinaire que j'ai fait en version japonaise aussi, avec un magnifique artwork. Je dois avoir la version européenne quelque part ici. Voilà, hop, je vais en profiter pour le poser à côté. C'est un autre délire, le artwork français. C'est pas moche, mais c'est pas génial non plus. Comparé au artwork japonais qui était vraiment sublime aussi, cette tranche. Bon, ça c'est un Zelda-like, hein. Ça ressemble à. C'était vraiment une copie de Zelda. Et très bonne musique aussi. Voilà la petite sélection donc de jeux Mega Drive, ici. Hop! Voilà la pile. Donc ça c'est la pile de 12 jeux de ma sélection. Maintenant, est-ce que la Super Famicom est à la hauteur de cette sélection? Bon, la réponse est oui, hein, clairement. Clairement oui. La Super Famicom, c'est peut-être la console où il y a eu le plus grand nombre de jeux extraordinaires. Et on va commencer par un jeu Final Fantasy IV que j'avais essayé de faire en japonais, mais je n'avais pas réussi à le finir. Mais rien que pour les souvenirs liés à ce jeu, et puis les musiques que je continue d'écouter encore maintenant, qui étaient vraiment, c'était un très très bon jeu. Bon, les graphismes n'étaient pas extraordinaires, mais ça laissait présager du bon. Vous voyez déjà, il y avait déjà du mode 7 ici, là, un petit peu. Voilà, donc ça c'était un des premiers RPG mythiques. Après, alors celui-ci, bon déjà on prend une grosse claque avec le artwork. C'était vraiment un excellent jeu. Pareil, les musiques aussi étaient magnifiques. Et alors graphiquement, ce jeu, il était grandiose. Alors j'en profite aussi de parler de ce jeu pour montrer quelque chose que je n'avais pas montré lors de la dernière émission que j'avais faite sur la Super Famicom. Pour montrer une petite merveille. Et ça se trouve ici. Ça, ce sont les CD audio des jeux. Alors on peut admirer ce format. Donc c'est un format cartonné. Et derrière, il y a un CD qui est collé dans une petite pochette. Donc on pouvait écouter au Japon la bande son de Cho Makaimura, donc c'est-à-dire Super Ghouls and Ghosts. Comme on peut voir à côté, Street Fighter 2. Et c'est pas fini, il y a Magic Sword, il y a Breath of Fire, il y a Pang, et il y a même un best-of ici, Konami. Donc c'était essentiellement du Capcom, mais il y a quand même un best-of Konami aussi ici, avec du Castlevania, enfin Dracula. Et Axelé surtout, Axelé, on va en parler tout à l'heure, mais les musiques de ce jeu sont mythiques. Alors revenons maintenant au jeu de la Super Famicom.
Donc Super Ghouls and Ghosts avec la fameuse innovation du double saut qui a agrémenté pas mal le gameplay. Enfin, même c'était vraiment un gameplay extraordinaire. Un peu rigide quand même, mais bien moins que ce qui était que le premier Makaimura. Donc ça, après, on enchaîne avec ça. Ça aussi j'en ai parlé, là c'est vraiment le meilleur. Et puis c'était surtout un jeu d'aventure action plateforme, jouable à deux, ce qui était une innovation à l'époque grandiose. Et graphiquement, il était trop beau ce jeu dans le Japon médiéval. Là, c'était vraiment tellement bon ce jeu. Tout était parfait. Alors justement, on parlait des musiques. Ben le voilà. Axelay, alors ça, shoot mythique, à la fois horizontal et vertical. Et des musiques à tomber par terre, des effets de mode 7, là on le voit ici, la partie du feu là, donc ça faisait un effet comme ça, où on a un effet de profondeur. Et les artworks aussi, c'était canon. Voilà, bon après, une licence que peu de gens ont connue. Un petit jeu de combat, Street Fighter 2, peut-être que certains d'entre vous y ont joué, à moins que ce soit le monde entier qui y jouait en 1991. Et puis la conversion sur Super Famicom de ce jeu, elle est légendaire. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que la version Mega Drive était absolument magnifique. Moi, je l'ai jamais eu la version Mega Drive puisque j'avais celle-ci qui était sortie avant. Mais c'est une très bonne conversion. Pareil, les sprites, ça bouge trop bien. Parce qu'il y a un petit aparté entre la Mega Drive et la Super Famicom. On dit souvent que la Super Famicom est plus puissante que la Mega Drive, ce qui est vrai en soi, sauf pour la gestion des sprites. Les sprites sont bien mieux gérés sur Mega Drive que sur Super Famicom. D'ailleurs, il y a pas mal de jeux de combat sur Mega Drive où les sprites sont plus gros que sur Super Famicom. Alors sur Street Fighter 2, là la conversion elle était canon, donc il n'y a vraiment rien à dire. Bon, après je pense que tout le monde a connu ce jeu mythique. Après, eh ben voilà, Super Mario Kart, le voilà. Le jeu légendaire, encore un de plus sur Super Famicom. Bon, celui-là, que dire hein, il tourne vraiment, c'est pas un émulateur, hein, c'est vraiment le vrai jeu qui tourne sur la Super Famicom. Il y a un petit display là d'ailleurs, il y a une Nintendo 64, une Super Famicom, une GameCube, et là il y a une intrus. Bon, mais ça reste quand même une bonne console. Et voilà pour le plaisir des yeux, donc on y est. Donc on peut y jouer, hein, si j'appuie sur si j'utilise cette manette, ça marche vraiment. La qualité de l'image n'est pas extraordinaire parce que c'est en composite, mais ça reste quand même correct. Alors Mario Kart, bon on va pas en parler plus, hein, il était fabuleux bien sûr, hein, c'est la meilleure utilisation qu'il y ait eu je pense du mode 7 sur cette console. Et le mode 2 joueurs, il était impeccable. Le mode 2 joueurs, il n'y a rien à dire, pas de ralentissement. On parlait du mode 2 joueurs de Sonic sur Mega Drive qui était nul. Là, le mode 2 joueurs de la Super Famicom, enfin de Super Mario Kart, c'était des heures et des heures sans fin. Moi j'ai joué avec un pote, tous les soirs on y jouait, on s'en lassait jamais. Ça, alors ça, je pense que c'est le plus beau jeu de plateforme 16 bits déjà, au niveau graphique. Il était incroyable. Il utilisait toutes les caractéristiques de la Super Famicom, le mode 7, les zooms, les distorsions, les musiques étaient superbes. Graphiquement, ça c'est vraiment du grand art. Je ne sais plus combien fait la cartouche, mais je crois que c'était une très grosse cartouche qui utilisait aussi le processeur Super FX qu'on avait vu dans Star Fox, qui permettait d'animer des éléments 3D comme dans Virtua Racing sur Mega Drive, ce genre de choses. Jeu légendaire. Voilà. Après, j'ai eu pas mal de jeux en version américaine aussi. Donkey Kong Country. Bon, alors celui-là aussi, une grosse claque. Quand on le voyait tourner, moi j'y croyais pas que c'était possible de faire un jeu comme ça. C'était un des premiers qui utilisait le rendering, c'est-à-dire qui modélisait les sprites en 3D sur des ordinateurs type Silicon Graphics. Et après, redessiné par-dessus en pixels 2D, donc tous les éléments du décor, les sprites. Ça donnait un jeu qui avait un rendu 3D quasiment.
et puis des graphismes qu'on n'avait jamais vus. C'était vraiment... certains trucs étaient quasiment photoréalistes. C'était incroyable pour l'époque. Bon, excellent jeu, bien sûr. Alors celui-là, c'était fou ce jeu, comme il était bien. On peut même pas imaginer à quel point il était bien. Il faut l'avoir connu quand il est sorti pour comprendre à quel point c'était un jeu hors du commun. Alors déjà, par rapport au 2, donc le 2, là il s'appelle 3, mais aux États-Unis, le 4 s'appelle 2. Le graphisme était hallucinant par rapport aux épisodes précédents. L'histoire était fabuleuse. Les musiques, alors là on avait carrément un rendu symphonique. Alors d'ailleurs ça me permet de faire une petite aparté aussi sur le son, parce que le processeur de la Mega Drive et celui de la Super Famicom n'ont absolument rien à voir. La Mega Drive, on avait vraiment un son très très électro, assez rough, alors que sur la Super Famicom on avait un son beaucoup plus doux, presque symphonique. Et alors là ce jeu, il utilisait le processeur, mais à merveille. On avait l'impression d'être à un concert quasiment. Il y avait des thèmes au violon. Enfin, c'était génial. Secret of Mana, ça aussi, c'était un très très grand jeu, très très bon jeu. Jouable à deux, graphisme incroyable, encore du Squaresoft, hein, et les musiques à tomber. Je vois qu'il y a donc 16 mégas. Donc c'est vrai que c'était très très gros, hein, 16 mégas. Il était fabuleux aussi. Il y avait celui-ci aussi qui était très très bon. Soul Blazer. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Qui était un jeu d'aventure très action. Même plus, ouais, quasiment du Zelda dans la progression. Avec des petites phases de gestion dans le village, dans un village. Enfin, gestion, il n'y avait pas grand chose à faire, mais il y avait une interaction entre les phases d'action et les phases de gestion. C'était plutôt malin, comme bonne musique aussi, donc très bon jeu. Et je vais finir avec ça. Voilà, ça c'est le chef-d'œuvre, hein. Bon, déjà Final Fantasy 3, c'était un chef-d'œuvre, donc si on met ces deux-là, là on a la quintessence de la Super Famicom en deux jeux. C'était vraiment les meilleurs jeux de l'époque, hein, et de loin, les meilleurs jeux de rôle, les meilleures musiques, les meilleurs graphismes. Bon, imbattable. Voilà, deux très grands jeux. Donc voilà à peu près pour ma sélection. Enfin non, pas à peu près, voilà ma sélection. Je n'ai pas mis dans ma sélection Zelda. Je ne sais pas pourquoi, ça m'est sorti de la tête alors que c'est vraiment le jeu mythique par excellence de la Super Famicom ou Super Nintendo. Mais il fait largement partie de mon top 10 sur cette console. Donc c'était vraiment un jeu, ça aussi. Les musiques, les graphismes, c'était parfait, hein. Donc voilà la version américaine ici, qui doit être là. La version américaine. La version française, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise. Elle doit être par là. Bref, elle est là. La version française, qui était vendue avec cette map absolument légendaire. Donc voilà, ça c'est un des grands jeux aussi de la Super Famicom. Pas d'équivalent, même je parlais de Soleil tout à l'heure, ou Ragna Senti sur Mega Drive, mais là c'était pas du tout au niveau de celui-là. Celui-là c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux. Donc revenons maintenant sur la Mega Drive et la Super Famicom. Donc ce que je finirai par dire que c'était deux consoles très complémentaires finalement. Moi j'ai eu cette chance d'avoir les deux, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de gens à l'époque. Et c'est vrai que c'était quand même... On n'avait pas besoin de choisir quand on avait les deux, quand on voit ces jeux et quand on voit cela. Déjà on peut voir qu'il y a quand même une prédominance des jeux d'action sur la Mega Drive, avec des sonorités très électro, et des jeux, en tout cas moi ce qui m'a plu le plus ont été les jeux de rôle et les jeux d'aventure sur cette console. Et là on n'en manque pas, hein. C'est vraiment, il y a vraiment les meilleurs sont sur Super Famicom. Donc voilà, quelqu'un qui avait les deux pouvait profiter des meilleurs jeux 16 bits de l'époque. Et je pense pas qu'on puisse faire mieux que ces deux consoles en 16 bits. Même, il y avait eu la Neo Geo aussi qui était sympa, mais la Neo Geo c'était trop arcade pour moi. Là il y avait tout ce qu'il fallait.
Donc voilà, ma petite sélection. Ce que vous pouvez faire dans les commentaires, c'est peut-être m'indiquer vos top 10. Donc votre top 10 Mega Drive et votre top 10 Super Famicom. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.